Bonjour tout le monde, bienvenue à la Fondation Vie Humaine et aux productions Les Trésors du Temps. Aujourd'hui, on est le 31 janvier 2017. Je vais vous parler de la quête du sens, gérer nos organisations pour la santé des personnes, de nos sociétés et de la nature. C'est un livre de Thierry Beauchamp. Je vais vous lire un passage que j'ai aimé le plus, la liberté et la collectivité. Gérer le problème de la partie et du tout. Une des plus grandes découvertes d'Otto Rank est certainement que l'individu et la société ne sont pas opposés. Comme Freud le soutenait, mais complémentaires. Il se produit une oscillation éternelle entre le besoin d'individuation et le besoin d'attachement, la volonté de se séparer et la volonté de s'unir, l'indépendance et la dépendance, la solitude et l'intimité. Ces deux pôles sont essentiels. Gérer cette dialectique que Rank appelait le problème de la partie et du tout, est la principale tâche de l'être humain dans le processus consistant à devenir une personne qui fonctionne pleinement, le processus de la naissance, jamais terminé, de l'individualité. Pendant toute sa vie, l'être humain doit résoudre ce problème encore et encore. Qu'est-ce que tout cela signifie dans le contexte organisationnel? Rank n'était pas un théoricien de la gestion, mais sa vision de la peur de la vie et de la peur de la mort est un moyen extraordinairement puissant de considérer certaines des solutions les plus malsaines, pourtant souvent utilisées en milieu de travail. Pour la personne qui a un tempérament compulsif, l'alcoolique ou le boulot-man, par exemple, la partie n'est pas un substitut du tout, mais toujours le tout lui-même. Parce qu'avec la personne compulsive, ce qui est partiel prend toujours la dimension du tout et dont la finalité. Avec une telle personne, par conséquent, c'est toujours une question de vie ou de mort, une façon d'échapper à la vie qui l'amène au seuil de la mort et une peur de la mort qui l'empêche de vivre. Peu après sa stimulante rencontre avec Rank en 1936, Carl Rogers a commencé à formuler les 3 conditions qu'il jugeait nécessaires à la guérison spirituelle. Simple à formuler, mais remarquablement difficile à mettre en pratique. Ces 3 conditions offrent des indices sur la façon dont chaque superviseur pourrait devenir un être aidant et non seulement une figure d'autorité pour ses employés. Quelles étaient les 3 conditions de Rogers si on les transpose dans le milieu organisationnel? La première condition, et la plus importante, est que le cadre aidant doit être congruent, fermement installé dans le présent, sans garder de distance affective ou prendre une façade professionnelle. Ce n'est qu'en étant ce qu'il est dans cette relation, une personne unifiée avec ses sentiments, sa conscience de ses sentiments et son expression de ses sentiments, tout en harmonie, qu'il sera le mieux capable de faciliter la relation. Écrit Rogers. Souvent considéré à tort comme une simple réflexion passive des émotions de la personne, l'approche de Rogers exige une saine affirmation de soi dans une volonté créatrice, l'individualité ainsi que la spécificité de la personne aidante. Bien entendu, cela ne signifie pas que les personnes aidantes accablent les personnes aidées avec leurs problèmes ou en parlant impulsivement. Toutefois, pour Rogers, accepter pleinement d'aider une autre personne ne signifie jamais que la personne aidante nie son individualité, se montre exagérément permissive ou devient faible et inefficace. Selon Rogers, l'analyse ou le cadre rencontre son client directement face à face. Il est en train d'être lui-même et non de se nier. La deuxième condition, c'est que le cadre aidant doit communiquer une considération positive inconditionnelle vis-à-vis du caractère unique de l'autre personne. Selon Rogers, cela signifie considérer le client comme une personne distincte qui a la permission d'avoir ses propres sentiments, sa propre expérience. Les perceptions du client ne sont pas des distorsions d'une réalité que seule la personne aidante est capable de voir clairement. Sans exclure la possibilité de facteurs inconscients influençant les perceptions des deux parties, la personne aidante accepte la phénoménologie du client comme un reflet des conditions sans cesse changeantes du moment, qu'elles concordent ou non avec la vision de la personne aidante. Tout être est une île
au sens le plus réel du mot. Et une personne ne peut construire un pont pour communiquer avec d'autres îles que si elle est prête à être elle-même et si elle est permis de l'être, écrit Rogers. Ainsi, ce n'est que lorsque je puis accepter un autre que je puis l'aider à devenir une personne. Aux yeux de Rogers, il n'existe pas de faits psychologiques objectifs, mais seulement des interprétations subjectives de phénomènes. Et c'est le client, et non l'aidant, qui connaît, comme nul autre, le sens de ces phénomènes relativement à sa propre expérience. En résumé, il n'existe pas une, mais plusieurs réalités. Par conséquent, la pleine acceptation de la structure de référence du client exige une écoute active extraordinaire. Et finalement, la troisième condition, c'est que le cadre aidant doit exprimer une compréhension empathique, véritable, à l'endroit de la personne aidée. La compréhension empathique est une forme d'amour non possessive. Un amour possessif que les Grecs de l'Antiquité appelaient agapé, pour le distinguer de l'éros, un amour possessif qui désire avant tout satisfaire ses propres désirs, comme l'a souligné Rogers. La façon d'être Ça, c'est une citation venant de Rogers. La façon d'être avec une autre personne, façon, entre parenthèses, que l'on appelle empathique, a plusieurs facettes. Elle signifie qu'on entre dans le monde perceptuel intime de l'autre et que l'on s'y sente parfaitement à l'aise. Elle signifie que l'on est sensible, moment après moment, au sens qui circule dans cette autre personne, à la peur ou à la rage ou à la tendresse ou à la confusion ou à quoi que ce soit qu'elle vive. Elle signifie que l'on vit temporairement la vie de l'autre, en l'abordant délicatement sans porter de jugement, en percevant des significations dont elle est à peine consciente, mais sans essayer de découvrir des sentiments dont elle est totalement inconsciente, car cela serait trop menaçant. Toutefois, Rogers a également expliqué clairement que l'empathie ou agapé ne signifie pas se perdre dans l'autre. Le maintien du caractère séparé de la personne aidante est essentiel à l'émergence du caractère séparé de l'autre personne. Ce n'est qu'en étant séparé qu'on peut offrir son empathie. Lorsque je sens la force que représente le fait d'être une personne séparée, je sens que je peux me laisser aller beaucoup plus profondément à comprendre et à accepter, entre parenthèses, le client, parce que je n'ai pas peur de me perdre, a noté Rogers. La clé de la croissance, c'est l'expérience affective qui consiste à être dans une relation entièrement séparée et pourtant, en même temps, reliée à l'autre. Selon Rogers, ces trois conditions ne sont pas présentes. Aucune technique ne peut être efficace. Si ces trois conditions ne sont pas présentes, une technique ne peut pas être efficace. Bien entendu, aucun mortel n'est capable de se montrer constamment congruent, inconditionnel et empathique. Par conséquent, Rogers a visualisé un continuum pour situer la condition fondamentale qui existe avec plus ou moins d'intensité. Il estimait que l'art du cadre aidant consiste entièrement à aller de plus en plus loin sur le continuum, à devenir toujours meilleur et à être ou à exprimer ses conditions et non seulement à les jouer. Rogers, qui n'a jamais été convaincu qu'il répondait entièrement à ses propres conditions, estimait heureux que des êtres humains imparfaits puissent apporter une aide thérapeutique à d'autres êtres humains imparfaits. Le développement d'une personne psychologiquement saine se fait à la manière d'un pendule sur le plan des relations et des séparations, c'est-à-dire par une succession d'attachements et de dépendances affectives d'une part, et de séparation et de détachement visant l'indépendance d'autre part, avec la création de la personnalité et l'émergence de l'individualité comme objectif qui évolue et s'étend constamment. De l'attachement et de la séparation lors de la naissance au détachement et à la séparation lors de la mort. Ce processus d'attachement et de détachement se poursuit pendant toute la durée de la vie humaine. C'est à Carl Rogers et avant lui, à Otto Rank, que les cadres doivent lier extraordinairement d'offrir un certain type de relation aux employés pour les aider à trouver un équilibre vital entre la partie et le tout, la différence et la ressemblance, l'individu ou l'organisation. En résumé, entre la liberté et la collectivité, c'est croissance
pour la rencontre peuvent permettre à une personne de se fondre dans le tout, dans le but d'émerger enrichi et renaissant, à nouveau son individualité. Faut-il s'en étonner? Ce fut une rencontre profonde avec Carl Rogers et Otto Rank qui a engendré l'idée de créer une solution nouvelle à un problème existentiel qui doit être résolu et résolu à nouveau constamment au cours de la vie, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation. Tout comme la vie elle-même, la gestion des personnes est un art qui, comme l'a proposé Otto Rank, n'est pas atteinte une fois pour toutes, mais doit être créée et recréée constamment. Si le langage, sous toutes ses formes, peut être utilisé pour restreindre la liberté de l'homme et, à la limite, le conduire à l'autodestruction, il peut aussi être mis à l'œuvre pour favoriser l'épanouissement de la personne humaine et lui faciliter l'atteinte du développement le plus complet auquel elle puisse aspirer. Autant dans l'histoire humaine, il existe une longue tradition d'une utilisation destructrice de la communication, en commençant par la première insulte et le premier mensonge. Autant il existe une longue histoire d'un usage constructif de la parole, à partir du premier mot d'amour vrai, du premier geste de paix et d'amitié. Il existe depuis fort longtemps parmi les humains des êtres humains consciemment, qui se sont proposés d'en aider d'autres, primordialement par la qualité de leur communication. Socrate, déambulant avec ses élèves sous la portique de l'antique Athènes, représente un exemple très clair de cette disposition. Dans notre société, surtout depuis les travaux de Sigmund Freud, de 1856 à 1939, se sont développés toute une science et tout un art de l'aide par la communication. Les recherches et les découvertes scientifiques sur l'art d'aider les autres en leur parlant se sont multipliées de façon marquée, surtout au cours des 50 dernières années. Un certain nombre de personnes pratiquent cet art de façon officielle, psychiatres, psychanalystes, psychologues, conseillers de tout genre. Leur nombre, quoique imposant en chiffres absolus, apparaît infime par rapport à l'immense armée des conseillers non officiels. Tout être humain qui entre en contact de façon significative avec un autre possède le redoutable pouvoir de produire une amélioration ou une détérioration chez cet autre. Qu'on pense à l'influence prépondérante des parents, des camarades, des amis et des enseignants. Médecins, infirmières, prêtres et membres d'une communauté religieuse, conseillers sociaux, enseignants, moniteurs, aides familiales, conseillers légaux, aviseurs moraux, parents, la liste est interminable de ceux qui consacrent une part parfois importante de leurs énergies à communiquer de façon aidante avec d'autres êtres humains. Dans une première étape, dans le livre, nous tenterons de décrire l'ensemble des relations d'aide et de la distinguer d'autres types de communication. Nous ferons ensuite une brève exploration d'un certain nombre de données concernant le développement de la personnalité. Nous pencherons en troisième lieu sur le déroulement de la relation d'aide et sur les attitudes de l'aidant appropriées pour chacune de ces phases. Suivra l'examen d'un certain nombre de problèmes spéciaux susceptibles de surgir au cours de la relation. Dans le chapitre suivant, nous formulerons quelques réflexions sur les modalités que peuvent revêtir la relation d'aide selon les divers contextes dans lesquels elle est pratiquée. Enfin, nous présenterons un long document destiné à permettre au lecteur de saisir comment la relation d'aide peut être vécue du point de vue du consultant. Le dernier chapitre constituera notre conclusion. On trouvera en appendice un certain nombre de renseignements pratiques et des indications bibliographiques. Un ouvrage sur la communication n'est évidemment pas écrit dans l'isolement. Je veux remercier ici tous ceux et celles qui ont été continuellement d'être pour moi des aidants, et en tête desquels se placent mon père et ma mère. Ma gratitude va aussi à celles et ceux qui m'ont accordé le privilège de les aider et chez qui j'ai pu, à l'intérieur de mes limites, favoriser l'épanouissement de la liberté. Fait que là-dessus, ben c'est ça. Si vous voulez plus de renseignements, vous voulez développer une communication épanouissante, personnelle, venez à la Fondation Vie Humaine et on va embarquer sur plus de détails. Merci, bonne journée. And I can't tell you how many ways that I've self-viewed my life.
don't think that I could find anyone